Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Silmo News, votre rendez-vous mensuel dédié à la filière optique lunetterie. Bonjour Marie-Letty. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Alors à 6 mois de la prochaine édition de Silmo Paris, du 26 au 29 septembre prochain, eh bien, nous avons choisi de consacrer cette émission à Silmo Next, l'espace dédié au futur de l'optique. Et pour en parler, eh bien, nous accueillons Madame Valérie Riffaut-Cangelosi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'experts de Silmo Next et vous êtes aussi consultante en réalité mixte et experte en lunettes et casques connectés. Alors ça fait beaucoup de termes un peu barbares. D'abord, qu'est-ce que c'est que la réalité mixte ? On parle beaucoup de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est que la réalité mixte ? Alors, ça dépend à qui vous parlez. Je pense que la façon la plus simple de l'expliquer, c'est en fait des casques qui ont la capacité de faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc, à la fois de créer un monde immersif dans lequel on est totalement immergé et dans lequel on peut créer des mondes, mais aussi la réalité augmentée dans lequel on rajoute des informations sur le monde réel. Donc c'est la VR et la AR, c'est ça, si je comprends bien ? Exactement. Alors, 2024, c'était votre premier salon Silmo Paris. De quelle manière est-ce que vous avez intégré ce comité d'experts de Silmo Next ? Alors en fait, j'ai rencontré Sébastien Brusset lors d'un événement à Laval, qui s'appelle le Laval Virtual, qui est une des plus grosses plateformes européennes pour les technologies immersives, AR/VR. Et on a échangé et en fait, il m'a parlé de effectivement le Silmo Next qui rassemble des experts qui est voué effectivement à travailler, à ouvrir un petit peu, à donner de l'ouverture au monde de l'optique sur toutes les problématiques, sur l'innovation, sur aussi l'environnement, la réglementation, etc. Tout ce qui peut considérer être important pour l'avenir du monde de l'optique et des opticiens. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire partie de ce comité d'experts ? Parce qu'en fait, je travaille depuis une quinzaine d'années sur les lunettes connectées. Et pour nous, ce qu'on appelle les lunettes de réalité augmentée ont été longtemps des lunettes un petit peu importantes, voire des casques. Mais en fait, le facteur de forme est en train d'évoluer. Effectivement, on essaye d'intégrer de plus en plus de technologies dans des lunettes qui ressemblent de plus en plus aux lunettes que je porte aujourd'hui. Ouais. Exactement. Parce qu'effectivement, il y en a qui ne ressemblent pas du tout à des lunettes pour le moment. Pour l'instant, effectivement, il y en a qui sont différentes, mais qui ont aussi des usages différents. Quand vous parlez à l'industrie, par exemple, ils sont prêts à faire plus de compromissions quelque part sur le facteur de forme parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de spécifications. Donc là, on est sur des modèles un petit peu plus, effectivement, qui sont plus des casques, mais en revanche, qui répondent à des vrais besoins. Après, pour le monde du grand public, effectivement, on a désormais des lunettes qui ressemblent plus à ce que je porte aujourd'hui, par exemple, les lunettes normales qu'on porte tous les jours. De monsieur et madame tout le monde. Pour revenir à notre comité d'experts Silmo Next, en quoi consiste votre rôle d'abord au sein de ce comité et quand est-ce que vous êtes réunis pour la dernière fois ? Alors, donc, moi j'ai commencé la première réunion lors du Silmo. C'était aussi ma première réunion Silmo Next. Donc c'était vraiment intéressant parce que les experts viennent d'univers complètement différents. Ouais, Donc il y a des gens qui viennent du monde de l'optique, il y a des gens qui viennent du monde de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Qui viennent des médias, du monde des médias également. Des mondes des médias également, ou du monde de l'environnement, ou de la réglementation. Donc le public est très varié et c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels on peut aussi avoir des opinions un petit peu différentes. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, ce mélange laisse quand même peser les avis de chacun et permet d'avoir des directions où on prend en compte quelles vont être un peu les contraintes. Ouais, comme son nom l'indique, c'est finalement le comité d'experts, quelle que soit son expertise finalement. Exactement. Et de fait, le but quand même de tout le monde, c'est de faire avancer le monde de l'optique. Donc c'est de comprendre quelles sont les contraintes de ce monde-là, mais comprendre par exemple en ce qui nous concerne les contraintes qu'on a en termes d'innovation par rapport à là où on en est aujourd'hui en termes de technologie. Et puis on a des personnes qui nous disent aussi, mais oui, attention, l'environnement, la réglementation. Et puis on a aussi des considérations comme la distribution, le magasin de l'opticien, comment toutes ces choses vont pouvoir essayer de fonctionner ensemble pour aller effectivement faire évoluer ce monde dans la bonne direction et
les accompagner aussi dans cette direction. Et justement, ce premier salon Silmo Paris, c'était un monde que vous connaissiez, le monde de l'optique ? Non. Et en fait, enfin, un petit peu, d'une certaine façon, puisque vous abordiez effectivement tout ce qui était lunettes connectées. Donc j'imagine que vous aviez... Tout à fait. Mais c'est là où ça s'arrête quelque part. J'ai découvert quand même une industrie qui a ses propres codes, qui a sa propre culture, sa propre histoire. Alors vous étiez de l'industrie plutôt de la tech. Complètement. Oui, et je le suis initialement. Et c'est cette expertise-là que j'essaye d'amener aussi dans ce monde que maintenant, petit à petit, je suis amenée à découvrir. Et je vois aujourd'hui qu'il y a plein d'endroits où on peut se retrouver. Peut-être pas tout de suite, mais que dans quelques années, ils seront intrinsèquement liés. Et il faut absolument qu'on trouve des moyens de travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est ça, finalement, réellement l'avenir de... Selon vous, en tous les cas, de la lunette connectée, c'est-à-dire c'est cette rencontre entre l'univers de l'optique et l'univers de la tech. Ça ne peut pas être un produit qui soit uniquement, qui vienne uniquement de la tech ou qui vienne uniquement de l'optique. Il faut forcément réunir ces deux industries pour y arriver. Pour moi, c'est la meilleure façon d'y arriver. Parce que tout simplement, malgré tout, quand on voit au niveau de la tech comment évoluent les lunettes, j'étais au CES en janvier. Le nombre de produits qui ressemblaient à mes lunettes, dans lesquels on a commencé à mettre un tout petit peu de techno, ça peut être un micro, ça peut être des haut-parleurs, ça peut être une caméra. On conserve le facteur de forme des lunettes actuelles et on rajoute de plus en plus de tech. Davantage de tech. Et on va y revenir parce qu'il y a un produit qui évidemment a réussi pour le moment ce défi de réunir l'optique et la tech, c'est la Ray-Ban Meta qui est jusqu'ici, dont on parlera tout à l'heure, qui est effectivement la rencontre entre l'univers de l'optique à travers EssilorLuxottica et l'univers de la tech à travers Meta. Mais vous évoquiez juste à l'instant votre visite au CES de Las Vegas en janvier dernier. Vous êtes une habituée de ce salon qui est le salon international, le salon incontournable de la tech, le rendez-vous de tous les passionnés, de tous les professionnels de cette industrie. Quelles sont les innovations justement qui ont attiré votre attention cette année ? Clairement, c'est celle que j'évoquais, parce que si vous regardez le CES de l'année dernière, on avait très très peu de modèles de lunettes connectées de style Ray-Ban Meta. Et je pense que c'est clairement Ray-Ban Meta qui a montré la voie. Et à partir du moment où ils ont commencé à publiquement partager leurs chiffres de vente, ils ont conforté, je pense, une certaine partie de l'industrie à se dire il y a un marché. Oui. Et de fait, comme ce ne sont pas des lunettes de réalité augmentée, ce ne sont même pas des lunettes de projection, les verres sont juste des verres. Augmentée ni réalité virtuelle pour le coup. Non, il n'y a rien. Ce sont des verres, typiquement comme ceux qu'on peut. On pourrait aller plus loin. Mais néanmoins, aujourd'hui, tout ce que j'ai pu voir en grande majorité, en tout cas ce qui pullulait sur le salon du CES, ce sont des lunettes de ce style-là, où vous ne touchez pas le verre lui-même, qui sera juste votre prescription ou un verre transparent si vous n'avez pas de prescription, et avec un minimum de tech, comme je l'évoquais, donc les haut-parleurs, le micro, la caméra, et de l'intelligence artificielle. Et de fait, finalement, l'étape pour y aller n'est pas si complexe que ça pour un fabricant qui souhaite y aller, parce que justement, on n'est pas dans de la projection à travers les verres. Donc finalement, si vous êtes un fabricant d'électronique grand public, vous avez un minimum d'accès au marché et une bonne usine, finalement, faire des produits équivalents, très simples, pas forcément brandés, on n'est pas forcément en partenariat effectivement avec Ray-Ban ou une marque équivalente, c'est relativement simple. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle change aussi la donne, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste écouter de la musique ou prendre des photos. Là, vous allez carrément pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle qui est intégrée, lui poser des questions, avoir de la traduction en temps réel, etc. C'est ce qui a attiré de toute façon le jury, puisque ça a eu le Silmo d'Or technologie. Cette année, ouais. C'est vraiment ce qui a attiré l'attention des membres du jury. Et on les a eus plusieurs fois en interview, c'est l'IA. C'est vraiment l'IA, cet outil supplémentaire. C'est ce qui a fait la différence aussi d'ailleurs avec le modèle précédent. Bien sûr.
Bien Donc, sûr. L'IA, c'est forcément le thème du moment, la tendance du moment. Et ça veut aussi dire ce que vous êtes en train de nous expliquer, ça veut dire que la grosse différence entre l'an dernier et cette année, là où il y a eu un gap, là où il y a eu une innovation, c'était que l'an dernier, finalement, les principaux acteurs étaient peut-être encore frileux, et que comme le pari a été réussi avec ce produit, aujourd'hui, on se dit, ça fonctionne, on va y aller. Ouais, les portes sont ouvertes maintenant. Exactement. Et ça va être vraiment intéressant parce que, du coup, ces marques qui viennent de partout dans le monde vont se positionner avec des produits, mais vont devoir aussi se différencier. Parce que forcément, avec une offre pléthorique, vous avez besoin aussi de commencer à poser les briques de votre positionnement marketing, parce qu'autrement, on se retrouve avec plein de modèles qui, honnêtement, à 99%, vont tous faire la même chose. Et on voyait déjà au CES ces différenciations qui commençaient à apparaître. Donc, il y en a certains qui disaient nous, on fait que des lunettes, on ne s'intéresse pas à vos datas, donc nous ne sommes pas comme Meta, on ne va pas récupérer toutes les datas quand vous utiliserez les produits, on vous protège. Il y en a d'autres qui ont dit oui, mais Meta, c'est une plateforme très fermée. Alors évidemment, c'est le référent pour aussi, tout le monde. Après, c'est aussi de bonne guerre, tout ça. Bien sûr. Mais c'est intéressant parce que pour le consommateur, qui quand même est vraiment la personne clé dans tout cet écosystème, il va avoir le choix et il va pouvoir se positionner par rapport à une plateforme qui sera complètement ouverte, à une plateforme qui sera plus libre, par rapport à des lunettes qui seront brandées aussi. Je pense qu'on va avoir énormément de partenariats avec des marques. Est-ce que justement, ce n'est pas le branding qui a fait aussi le succès de cette lunette ? Oui, et le partenariat avec EssilorLuxottica. Bien sûr. Oui, évidemment. Ray-Ban, c'est... Exactement. Mais je pense que ce partenariat entre Meta et EssilorLuxottica a vraiment été clé parce que, exactement comme le Silmonext, ils viennent de deux mondes différents et ils ont su faire converger en fait leurs deux types de technologies, leurs deux approches pour sortir un produit qui avait du sens et de la valeur d'usage. Mais justement, est-ce que tous les opticiens sont formés à justement vendre un tel produit ? Est-ce qu'ils sont tous en capacité, cette volonté de pouvoir vendre un produit connecté ? Alors je pense qu'aujourd'hui c'est un peu tôt. Nous, effectivement, on est dans la tech, on sait ce qui se passe, on est très immergés. La plupart des produits que j'ai vus en janvier ne sont pas sortis. Ils sont soit en Kickstarter, soit en cours de fabrication. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura une offre vraiment disponible. Je pense qu'il y a une opportunité, de mon point de vue. Je pense que ce serait mieux parce que le magasin, quand même, l'opticien est quelqu'un qui... certains me disent, font partie de la famille, mais c'est vrai que souvent, ils équipent les parents, les grands-parents, les enfants. C'est des lieux où, finalement, les gens vont chercher du conseil, de se faire rassurer. C'est des outils médicaux. Donc, malgré tout, il y a quand même des liens qui se créent avec le temps. Et ces produits-là, surtout, à nouveau, on peut parler de beaucoup de produits dans ces catégories. On parle de réalité augmentée, on parle d'écran, mais dans cette catégorie-là, il va y avoir beaucoup de produits finalement où il n'y aura pas d'écran intégré. Donc, c'est des produits techniques intéressants qui, pour une génération qui arrive ultra connectée, sera juste la normalité. Facile. Ce serait vraiment, moi je trouve intéressant que les opticiens s'en emparent parce que effectivement, ça va leur permettre de mettre en avant quelque chose d'un peu différenciant. Ça va avoir peut-être un nouveau discours qui peut être intéressant pour des générations qui ont envie de connaître tous ces aspects-là. Et que malgré tout, à terme, il faudra quand même une prescription pour la majorité de ces lunettes. Donc, ils ont un rôle à jouer, je pense, assez intéressant. Puis, il y a le côté évolutif aussi qui séduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui est dit lorsqu'on achète une paire de lunettes de ce type. C'est-à-dire qu'on achète une paire de lunettes qui sert évidemment à protéger du soleil et qui propose certaines fonctions, comme celle d'écouter de la musique, comme celle de prendre des photos, de prendre des vidéos. Un monument aussi, savoir son histoire. Alors, pas encore, non. Mais justement, on achète un produit qui en sera capable peut-être dans quelques mois, voire dans quelques années. Alors, celui-ci le permet, hein. Non, pas encore. Avec l'IA, pas en France. Pas en France. Non. Ah, okay. Non, pas en encore. fait, il peut, effectivement, vous avez raison. Mais c'est un produit aux évolutif. États-Unis et au Canada. Parce que sur le Silmo, ils en parlaient déjà. Bien sûr. Oui, ils en parlaient déjà. Parce que, après, c'est des produits qui sont amenés à évoluer en fait avec le temps. Complètement. Comme aujourd'hui, on peut retrouver ça avec son smartphone.
on a un téléphone, mais dans quelques mois, il permettra peut-être d'autres choses parce qu'il va y avoir des mises à jour. Et c'est peut-être ça aussi que cherche le public. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses à démontrer de façon assez simple et intuitive. Même pour un opticien, pour quelqu'un qui rentre dans son magasin, on peut très rapidement juste poser les lunettes sur la tête de quelqu'un et lui demander de poser une question et il y répond. Donc c'est quelque chose qui, en quelques microsecondes, quelques minutes, peut changer un petit peu le relationnel, mettre peut-être l'opticien dans une position assez intéressante. En tout cas, le discours va changer, mais ça permet aussi de retenir probablement toute une catégorie de clients qui, de toute manière, va devenir de plus en plus connectés et ira quand même chercher ce produit. Et de fait, les produits, comme vous dites, vont évoluer. Il y en aura de plus en plus. Il y aura le choix. Et probablement aussi, il faudra que, et ça va faire partie du service et des choses qu'il faudra mettre en place, mais que la distribution aussi soit là pour proposer les produits aux opticiens, que le service après-vente soit là. Donc les produits, comme on disait, il y en a beaucoup, mais il y en a certains qui sont quand même relativement simples et dont le service après-vente est relativement limité et sur lesquels il n'y aura pas énormément de choses à savoir, mais il faut juste un peu de formation. Voilà, beaucoup, parce que finalement, c'est aussi la clé, la formation. C'est-à-dire, on parle souvent des écoles, les écoles qui viennent régulièrement chaque année sur le Silmo. C'est-à-dire que là aussi, il va y avoir un travail à faire. Complètement. Et de mon point de vue, ça devrait faire partie du cursus de toutes les écoles d'optique aujourd'hui, d'avoir un module pour justement expliquer ça. Parce qu'à nouveau, on est très immergé dans ce domaine, mais souvent les gens confondent les lunettes de réalité virtuelle, de réalité augmentée, rien que dans la partie vraiment purement tech. Donc, vous voyez, dans le monde de l'optique, c'est très rapidement, et je lis souvent sur des posts, sur des retours, oui, mais c'est des produits trop complexes. Et effectivement, dans toute la gamme, dans tout le scope, il y a des produits complexes. Et ces produits-là, ils seront vendus par des revendeurs type la Fnac ou même des spécialistes de l'électronique. Mais dans tout ce spectre, il y a aussi des produits qui pourront être parfaitement vendus par des opticiens, qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus... Et ça, toute cette gamme, toute cette différenciation, je pense que ce serait bien qu'on l'apprenne à l'école et que ces générations d'opticiens soient déjà totalement au courant et sachent connaître les différences entre les différents produits. Bon, ça doit être passionnant de vivre ces comités d'experts avec vous. Vous avez vraiment cette expertise tech justement à apporter. Lors du Silmo Paris 2024, est-ce que vous avez vu des produits justement tech qui ont attiré votre attention ? Alors, effectivement, je suis un peu biaisée. Mais quand j'ai été sur le Silmo, ce que je cherchais, effectivement, c'était les lunettes un petit peu innovantes. Et c'est vrai que l'étape suivante, qui est quand même technologiquement un vrai défi, c'est d'avoir ma prescription et un écran. Tout ça dans un seul verre. Et ça, donc, pour le moment, on n'y est pas vraiment. On n'y est pas vraiment, mais j'ai commencé à voir des choses un peu intéressantes. Donc, Even Realities, par exemple, qui est une marque que j'avais déjà... suivi un petit peu dans des univers plus tech, présenter leurs produits au Silmo. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est pareil, une fois que vous avez l'écran, il y a plein de parties pris. C'est-à-dire vous pouvez avoir de la couleur, du monocolore, vous pouvez avoir des choses qui sont dans votre champ de vision, qui sont en affichage tête haute, en monoculaire ou en binoculaire. Avec suivi ou pas de suivi. Il y a plein, exactement. Comment on lit au téléphone, qu'est-ce que le téléphone va vraiment pouvoir piloter des lunettes, quelles sont les interactions, par quel système on lit les deux, etc. Comment la liaison est aussi bien faite, vraiment transparente pour l'utilisateur, parce qu'il ne faut pas remplir, faut que le principe soit simple, il ne faut pas rajouter de complexité. Et en fait, Even Realities avait un parti pris que j'ai trouvé intéressant avec un affichage tête haute. Donc, vous ne voyez pas l'écran, mais vous levez la tête et là, vous voyez un certain nombre de notifications. Vous choisissez vos notifications. Vous n'allez pas être, comme certaines personnes envisagent, d'être envahi d'informations parce que c'est des lunettes et que c'est dans son champ de vision. On peut choisir vraiment ce qu'on va pouvoir visualiser, ce sur quoi on va être notifié et choisir aussi de le voir ou de ne pas le voir. Donc c'est une optique, c'est un parti pris, mais il y en aura plein qui vont arriver et c'est vraiment une évolution que je trouve intéressante. Alors c'est effectivement la grande différence aujourd'hui et c'est l'évolution, la prochaine étape,
j'ai envie de dire. On parlait de lunettes avec écran ou de lunettes sans écran. Là, il n'y a pas d'écran. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce sont des lunettes basiques avec effectivement une technologie dans les branches. Ça, c'est connecté, hein. J'ai entendu bip, hein. Ça s'est connecté à toi. Ça s'est connecté à moi. Moi, je suis très Parce connecté, que ce sont tes lunettes. C'est ça. Et ça, en revanche, il y a un écran. Alors là, il y a un écran. Alors là, on est complètement même en dehors du spectre. Mais c'est le même fabricant, que juste pour qu'on explique. C'est vrai. Mais ça, c'est un produit, alors de fait, sur lequel il y a un écran, mais alors en plus, a fortiori, c'est un casque de réalité virtuelle. Donc vous êtes coupé du monde réel et vous allez avoir en fait un monde digital qui va être complètement recréé. Donc c'est un produit qui a quand même un très beau succès d'estime depuis quelques années, parce que en fait, il a été complètement adopté par le monde du jeu. Et le jeu vidéo a vraiment adopté le produit parce qu'aussi, tout l'écosystème qui va avec la production de jeux vidéo a suivi. C'est toujours pareil, ça ne sert à rien d'avoir un très très beau matériel si vous n'avez pas tout l'écosystème qui va avec, les plateformes, les créations, les contenus. En même temps, iSoft, qui a eu le Silmodor équipement, s'est emparé justement de ce genre de casque pour pouvoir bien faire de la santé visuelle. Donc quand même, on y arrive, on arrive à créer quand même des liens entre tous. Hein. Parce que ça propose de la réalité augmentée aussi. Exactement, il y a iSoft, orthoptiste et ophtalmo, etc. pour pouvoir... et donc, ils ont eu le Silmodor, donc c'est pas pour rien non plus. Tout à fait. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, les matériels ont besoin quand même d'avoir des usages clés. Mais après, il y a plein d'autres entreprises qui peuvent s'en emparer. Et aujourd'hui, effectivement, sur la partie plus professionnelle, la formation en réalité virtuelle est devenue énorme. Et que ce soit former un technicien sur réparer un moteur de voiture, mais ça va jusqu'à vous proposer de faire une prestation devant un amphithéâtre virtuel pour essayer de vous apprendre à parler en public. Donc c'est très large le scope, mais dans tout ce qui est formation, recréer des environnements digitaux complètement immersifs pour mettre des personnes en situation et lui faire refaire des gestes, que ce soit effectivement dans l'apprentissage de gestes techniques, mais aussi de sécurité. C'est quelque chose qui est une vraie réalité sur le monde professionnel. Après, vous avez aussi des marques comme iSoft qui vont s'en emparer aussi pour faire aider des personnes qui sont autistes, qui vont aider des personnes qui ont des déficiences mentales, qui ont besoin, après un accident, de pouvoir être rééduquées. Donc, une fois que le matériel aussi est là, vous avez plein en fait, d'entreprises qui voient l'intérêt qu'elles pourraient y voir dans leur propre cas d'usage et qui peuvent vraiment essayer de faire évoluer leurs valeurs. Quand est-ce que va se dérouler la prochaine réunion de votre comité Silmonext ? Alors ce sera en juin, parce que fin mars on a eu notre dernière réunion. En fait on se réunit tous les 3 mois et on se réunit effectivement lors du Silmo. On fait une grande table ronde où on traite des sujets qui peuvent être aussi différents que le design de nouveaux produits technologiques, l'impact environnemental des nouvelles lunettes. Là, vous connaissez le sujet du mois de juin ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Valérie Riffaut-Cangelossi d'avoir été avec nous. Et pour terminer, on va retrouver Dominique Royer pour notre nouvelle chronique consacrée aux idées reçues RSE. Nous allons parler des idées reçues concernant la RSE. Première idée reçue, la RSE c'est une contrainte. Alors non, c'est pas une contrainte, mais oui, c'est une contrainte. C'est sûr que ça vous force à revoir vos business models, à réimaginer vos process, à concilier à la fois votre souhait de faire effectivement fonctionner votre entreprise, mais aussi de protéger l'environnement. Mais en même temps, c'est une belle opportunité. La principale opportunité que c'est de mobiliser l'interne chez vous, d'embarquer l'ensemble de l'entreprise, de vos collaborateurs. L'autre opportunité, c'est de valoriser votre image, à la fois en tant qu'entreprise, à la fois en tant que marque employeur. Donc au-delà de quelques contraintes qui sont de toute façon les contraintes de la vie économique de l'entreprise, ce sont aussi une somme d'opportunités qui vont vous permettre d'être une entreprise durable.
Merci Dominique Royer, notre experte RSE, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site silmoparis.com. Alors à noter maintenant pour les prochains rendez-vous, le Silmo Showroom à Barcelone le 5 mai, un événement local unique entre culture, business, convivialité et inspiration. Silmo Showroom Barcelone vous invite à découvrir de manière privilégiée les collections et innovations d'une trentaine de marques. Ce sera donc le 5 mai de 10h à 20h à l'Estacio, je vais le dire avec l'accent, non, j'y arriverai pas. L'Estacio de França. Voilà. Faites-le avec l'accent français. Autre événement à ne surtout pas manquer sont les 2 rendez-vous Silmo Academy Spring Session à Athènes le 6 avril et Prague le 24 mai. 2 rendez-vous qui offrent aux praticiens l'opportunité de découvrir les dernières recherches, d'approfondir leurs connaissances et de performer leurs compétences avec des experts de renommée internationale et de rencontrer bien sûr des praticiens de divers horizons. Vous pourrez vous inscrire et découvrir toutes les infos, le programme, les speakers, tout. Vous allez tout retrouver sur le site silmoparis.com. Et nous, on va se retrouver au mois d'avril pour une nouvelle émission, nouveau Silmo News, avec comme invité Laurent Beretta pour parler d'expérience client. Vous allez voir le mélange entre l'art de la magie et l'expérience client. Le rendez-vous est pris et d'ici là, on ne se perd pas de vue. Bye bye.